Ici, on a un point A, un point B, et on essaye de trouver un trajet qui permette d'aller du point A au point B, de la hauteur du point A à la hauteur du point B, le plus rapidement possible. Alors, ce qui est clair, c'est que de A à B, le plus court en longueur, c'est le segment, ce qu'on a ici. Seulement, cette chose-là, c'est ce que Galilée a appelé un plan incliné. Il utilisait des petits chariots sur des rails. Nous, on va mettre une balle, essentiellement pour ralentir le phénomène de la chute libre et pour étudier la chute libre. Alors, il mettait des petits drapeaux, des choses comme ça, pour voir combien de temps ça prenait, de segment en segment et tout. Essentiellement, c'est quelque chose qui ralentit. Ça prend relativement du temps de faire la descente, ici, avec ce chemin-là. En fait, Jacques Bernoulli, teste des différentes hypothèses, mais en particulier, il teste une piste ici, une espèce de rail aussi, qui va aller de A à B, mais en passant par un autre point ici, avec un segment d'abord, puis un deuxième segment qui revient à B. Donc, il y a différentes façons de le faire. Ici, c'est un segment comme ça, et puis un peu plus court ici. Mais disons que, déjà, avec deux segments, quand on regarde, si on les a bien choisis, c'est clairement les deux segments qui battent le segment tout seul. C'est-à-dire que ce trajet-là ici est plus long, mais en temps, on va plus vite. Donc, Jacques Bernoulli, c'est un physicien, entre autres, c'est aussi un mathématicien, mais c'est un physicien. Et quand il voit deux segments mis bout à bout comme ça, a priori, ça lui fait penser à la réfraction de la lumière. Donc, c'est quelque chose qu'il va immédiatement utiliser, parce que la réfraction de la lumière, c'est le chemin suivi par la lumière, même en cas de réfraction, c'est quand même le chemin le plus court, toujours. Donc, lui, il est en train de chercher le chemin le plus court dans le temps, et il se dit, on va faire la même chose que la lumière. Et donc, il va remplacer chacun des segments par d'autres segments, encore d'autres segments. Il va multiplier les segments pour finalement obtenir cette courbe ici. Qu'est-ce qu'on appelle une cycloïde? Ce n'est pas un arc de cercle. Galilée croyait que c'était un arc de cercle. Mais en fait, non, c'est ce qu'on appelle une cycloïde. Si on regarde entre deux segments et puis la cycloïde, eh ben, c'est pareil. Il n'y a pas photo. Le chemin le plus rapide, qui est nettement le plus long en distance, qui est quand même le plus rapide, c'est la cycloïde. Alors évidemment, entre le segment et la cycloïde, si on fait la comparaison, là c'est clair que c'est la cycloïde qui bat le segment sans problème. Alors, la cycloïde, c'est quelle courbe? C'est quand même lié au cercle dont Galilée pensait que c'était un cercle. Ben, c'est quand même lié au cercle. C'est si on regarde une roue de vélo et qu'on s'attache à un point de la roue, au fur et à mesure que la roue va avancer, sans glisser, on suppose qu'il y a vraiment du frottement et qu'il n'y a pas de glissement, le point de la roue va faire une courbe comme ça, qui est ce qu'on appelle une cycloïde. Et ici, elle est simplement mise à l'envers. Il faudrait la continuer ici, puis la reprendre par là. Donc, c'est cette courbe-là qui, finalement, est la plus rapide, bien qu'elle soit évidemment plus longue que le segment. Bon, alors on a vu une manipulation qui est quand même, dont l'origine vient de Jacques Bernoulli. Bernoulli, c'est une famille assez importante dans laquelle il y a énormément de mathématiciens, de physiciens. À l'origine, le patriarche, c'est quelqu'un qui est un flamand, qui fuit les persécutions religieuses et qui arrive en Suisse. Alors peut-être que pour ces raisons, je ne sais pas. En tout cas, il a donné le signal, disons, d'une grande famille de physiciens et de mathématiciens. Celui qui s'intéresse à la cycloïde et qui trouve que la cycloïde est la courbe la plus rapide pour aller d'un point A à un point B, c'est Jacques. Il y en a d'autres des Jacques, donc Jacques I. Daniel ici, c'est quelqu'un qui était très ami avec Euler, Léonard Euler, qui est aussi un grand mathématicien. Bon, il y a comme ça... on retrouve tantôt un Bernoulli, tantôt l'autre, et l'habitude c'est de donner que le nom de famille, donc on voit Bernoulli partout. En fait, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre qui est intervenu sur tel ou tel problème de physique ou de mathématiques. Bien, alors comment s'y prend Bernoulli? Ben, déjà, on a le chemin le plus court de A à B. Ici on a un point A, ici on a un point B. On lâche sans vitesse, sans énergie spéciale, la balle ici, elle va suivre le chemin pour aller jusqu'en B. Donc la seule chose qui se passe, c'est que l'énergie potentielle va varier et se transformer en énergie cinétique. C'est pour ça qu'elle arrive avec une certaine vitesse ici au point B. Donc l'énergie potentielle, essentiellement, elle est due à la hauteur ici
entre A et B. L'énergie potentielle, c'est mgh. Et c'est quelque chose qui va se transformer en énergie cinétique qui, au départ, est à 0 et qui, à la fin, est à 1,5 de mv carré, si on appelle v la vitesse. Donc, j'ai transformation de cette énergie potentielle en la vitesse, en l'énergie cinétique. La vitesse ici qui apparaît, c'est pour l'essentiel v carré égale 2gh. Donc ça veut dire que pour l'essentiel, v est proportionnel à la racine carrée de h. Bien, donc maintenant si je prends un autre segment, un point intermédiaire, ici par exemple le point C, et un deuxième segment mis au bout de celui-là pour rejoindre le point B. Alors j'ai la même situation, sauf que c'est entre A et C que ça se passe, et entre C et B ensuite que ça se passe. J'ai la même situation de A à C, j'ai démarré sans vitesse, j'ai un certain dénivelé ici, et j'arrive ici avec une certaine vitesse, mais ce n'est pas le point B. Pour aller jusqu'au point B, il faut que je prenne maintenant CB. La différence avec AC et avec AB, c'est que maintenant ici j'ai une vitesse. Je ne lâche pas la balle ici à nouveau avec 0, mais je lâche la balle avec la vitesse qu'elle a acquise ici sur le premier segment. Donc il y a une petite différence. Je démarre avec une certaine vitesse et je vais poursuivre ici et atteindre une vitesse plus importante puisqu'il y aura un dénivelé ici entre les deux points. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre d'où vient cette vitesse, comment est le temps, disons, qu'on a utilisé pour aller de C à B par rapport à ce qu'on saura faire de A à B et de A à C. Alors de A à C ou de A à B, ici on a un certain temps et on espère faire moins. Ici on a un premier temps qui est le temps de parcours sur le segment AC. Et maintenant, je voudrais savoir quel est le temps de parcours sur le segment CB. Ben, l'idée c'est que, en fait, il suffit de reculer ici en restant sur la même droite que la droite CB, de reculer jusqu'à atteindre la même hauteur que le point A, ici. Donc j'ai un point, peu importe, D. La vitesse atteinte ici, elle est due uniquement au dénivelé entre les deux hauteurs de A et de C. Donc la vitesse atteinte en partant de D et en suivant cette droite, elle serait la même. Le temps de parcours, puisque ici c'est plus long, le temps de parcours ne sera pas le même, mais la vitesse atteinte est la même. Donc on peut imaginer que le bolide ici, la balle, le petit point matériel qui se balade ici, au lieu de faire ce segment-là ici, il a démarré là, il a atteint la vitesse, qui est la même que celle qui était sur le segment AC, et il continue pour atteindre le point B. Pour ça, donc, il met un certain temps, ici, un certain temps de D jusqu'à B. Et ce qui ne va pas dans cette façon de faire, c'est que entre D et C, ça n'a pas existé, c'est entre A et C. Donc le temps ici de parcours pour atteindre la vitesse, c'est T1, ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est un certain temps T3, qui correspond à la distance DC ici, et à la même hauteur que pour le temps T1. Et maintenant, si on regarde ce que fait le point matériel, il suit AC en un temps T1, et maintenant il suit CB, comme s'il avait fait DB, mais sans DC. Donc ce qui reste ici, c'est le temps total, T2, moins le temps correspondant à DC, c'est-à-dire T3. Donc maintenant, je fais apparaître le temps de parcours sur ACB, qui peut être éventuellement plus grand que T, qui peut être éventuellement plus petit. Ce qu'on a pu observer, ce qu'on a l'impression d'avoir observé, c'est que c'était plus petit. C'est clair que si, au départ, le premier segment était quasiment à l'horizontale ici, et qu'on reste comme ça, quasiment à l'horizontale, le point matériel ici va mettre une éternité pour réussir à atteindre l'extrémité de ce segment. Et à ce moment-là, il pourra rejoindre le point B. Mais ça va prendre tellement longtemps ici que la succession de ces deux segments, ici, ne sera pas meilleure que le segment AB. Donc, il est possible, il y a des situations, et c'est ce qu'on va pouvoir expérimenter avec l'ordinateur, disons, pour faire un dessin un peu plus précis, un résultat un peu plus précis. Mais il est tout à fait possible que T1 plus le temps ici soit quelque chose de plus court que T, suivant la position qu'on donne au point C. Que ce soit trop long, que ce soit la même chose, ou que ce soit plus court. Et c'est le démarrage, disons, de la méthode de Bernoulli, c'est de se rendre compte qu'effectivement, il y a des positions où le point C permet d'aller plus vite qu'avec le segment A1B.
Ici, on va utiliser donc un logiciel de géométrie qui reprend la figure qu'on a ici. C'est la même que celle qu'on avait sur le papier. Ici, j'ai le segment AB qu'on parcourt en un certain temps, T. Ici, j'ai le segment AC et ici, le segment CB. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le logiciel en question pour faire des constructions. Alors, on va passer en vitesse sur les constructions. Mais disons, pour faire des constructions, par exemple, ici, le temps de parcours ici, c'est quelque chose qu'on va retrouver avec une distance qui apparaît ici et dont on va prendre la racine carrée. Donc, bon, on peut faire un certain nombre de constructions géométriques qui vont nous permettre de dire que pour descendre ici du point A au point B, on a un certain temps, T, pardon, ici. Pour descendre de A à C, on a un certain temps T1. Et pour descendre de C à B, eh ben, on avait dit qu'il fallait faire un temps T2 moins T3. Donc T2, on va le retrouver ici, T3 ici, et la différence va s'ajouter au temps T1. Donc si on regarde là où il y a marqué un point d'interrogation ici, c'est le temps mis pour parcourir la distance d'abord AC et ensuite CB pour rejoindre finalement de A à B, mais pas en direct, en suivant les deux segments. Donc si on déplace le point qui est ici et qu'on suit ce qui se passe à cet endroit-là, c'est clair que si on se met de l'autre côté, eh ben, ça prend trop de temps de venir ici, et donc le point est passé de l'autre côté du temps correspondant au segment AB. Si on se met de ce côté-là, ben, on peut descendre, 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 jusqu'à un moment où ça a l'air de ne plus pouvoir bouger dans cette direction. Et donc on peut essayer de trouver comme ça des valeurs, des endroits, disons, pour le point C, qui vont permettre de réduire le temps de parcours sur ces deux segments. Donc à force, on recommence sur chacun des segments, etc. Et on va réussir à récupérer la cycloïde.